Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invitée. Ce midi, elle est autrice et illustratrice d'albums jeunesse. Créer des albums jeunesse, c'est ce qu'elle a toujours voulu faire. Alors, depuis le milieu des années 90 et son arrivée à Paris, elle s'en donne à cœur joie. Depuis, elle a publié une quarantaine d'ouvrages. Si ces livres parlent aux enfants, à qui elle aime glisser malicieusement et avec humour des secrets d'adultes, les plus grands aussi apprécient ses histoires. L'an dernier, elle a reçu la Grande Ourse, prix du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Seine-Saint-Denis, qui récompense l'ensemble de son œuvre. Œuvre à laquelle elle vient d'ajouter une nouvelle pierre, une nouvelle croûte, si j'ose dire, celle de la narratrice. La narratrice qui va héberger sur ses genoux une croûte qu'elle va nommer Bertha. Bertha et moi, votre dernier livre paraît à l'École des loisirs. Bonjour Béatrice Alemania. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci beaucoup. Bertha et moi, donc avec ce dernier ouvrage, Béatrice Alemania, vous vous attaquez à ce que j'appellerais un grand traumatisme de l'enfance, le bobo, sans jamais prononcer ce mot qu'on aime pourtant beaucoup. C'est un sujet très sérieux. Absolument. Comme la plupart des sujets qui, selon moi, font partie de l'enfance, en fait, tout est très épique. Une petite chose peut être immense. Et je crois que ça m'intéresse beaucoup de parler de ces petites choses gigantesques. Gigantesque parce qu'à cet âge-là, tout prend une ampleur incroyable. On découvre aussi beaucoup de choses quand on est enfant. Et c'est ça qui vous intéresse, c'est de prendre au sérieux ces petites découvertes, ces petits détails, ces petits bobos, justement. Oui, les prendre au sérieux, en parler avec du sérieux, avec de la gravité. Cette gravité que j'adore chez les enfants, en fait. Et ces émotions qui sont tout à fait intactes dans l'enfance et c'est pour ça que je pense que c'est ce monde-là qui me parle aussi beaucoup. Et puis en parler d'une façon quand même simple. Essayer de trouver cette énorme simplicité qui est un petit peu mon intérêt principal et qui est en même temps une affaire très complexe, la simplicité. Et voilà, cette espèce de fil tendu est intéressant pour moi, ce texte qui doit être réduit au minimum et pourtant essayer de dire un maximum des choses sans être un marchand comme ça, un équilibre entre la simplicité sans ne jamais tomber dans le simplisme. C'est ça qui me passionne. Mais pourquoi j'ai une croûte? Non, on va t'expliquer. Allez, venez les enfants, on y va. En fait, la croûte est un bouchon comme celui d'une baignoire. C'est une protection faite avec du sang qui a durci pour que ta peau ait le temps de se reconstruire. Du sang qui durcit? Oh, c'est marrant. Lorsque tu te blesses, le sang coule de ton cœur vers ton égratignure. Ça chatouille. Le long d'un vaisseau sanguin. Hey, il commence à faire noir. Qu'est-ce qui se passe là-haut? La coagulation a commencé. Vite, dans le vaisseau. Mais c'est quoi, Robitoc, la coagulation? C'est le travail des plaquettes, des cellules spéciales dans le sang qui se collent ensemble pour former la croûte. Comme ça, les l'égratignure arrête de saigner. Alors maintenant, tu sais pourquoi tu as une croûte? Facile. Quand j'ai une égratignure, les globules blancs qui sont dans le sang détruisent les bactéries. Pendant ce temps, les plaquettes se collent ensemble pour boucher le trou. Le sang coagule et ça fait une croûte. Comme ça, la peau peut se réparer. Salut! On en apprend des choses dans les Midis de Culture avec cet extrait de Pourquoi j'ai une croûte, l'épisode 7 d'Adibou, Aventure dans le corps humain. C'est une série télé d'animation réalisée par Jean-Luc François qui a été diffusée sur France 5 en 2007. On a choisi cet extrait, même si effectivement ça parle de croûte, mais pas du tout de la même manière que vous l'abordez, Béatrice Alemania. Là, on est dans un aspect très, très technique. Comment fonctionne le corps humain, comment il se répare, comment il se protège. C'est presque une description aseptisée, si j'ose le jeu de mots, de la croûte. Vous avez une démarche beaucoup plus, sensorielle, beaucoup plus sentimentale aussi de l'approche de la croûte. J'essaye de mettre toujours de l'âme, en fait, dans ce que je fais. Et je pense que ce qui est important, en tout cas à mes yeux, quand je fais ce travail, c'est de charger mes dessins et mes mots de quelque chose qui est pour moi poétique, qui me tient à cœur, qui me parle et donner, en fait, un peu une impression de épopée. Même si, si on parle de quelque chose de tout petit. Alors c'est vrai que le livre illustré, moi j'aime bien
j'aime beaucoup l'appeler livre illustré et pas livre jeunesse. Parce que je considère toujours que la jeunesse n'existe pas, en tout cas, elle est chez tout le monde, même à 90 ans. Et je disais que, voilà, ce qui me plaît dans les livres illustrés, c'est d'essayer de travailler avec des images et des mots qui peuvent, en fait, créer une vraie autre dimension des choses. Donc tout peut être prétexte à raconter une histoire avec ce support-là. Les images permettent de rallonger les temps, par exemple, distordre les espaces et voilà, tout peut devenir une vraie histoire. Et je pensais que cette croissance pouvait passer par l'arrivée et la disparition d'une croûte. J'avais aussi envie de parler avec Bertha et moi de une espèce de pacte d'amitié qu'on peut signer quand on est des enfants. Oui, c'est vrai qu'il y a... des choses improbables. Cette croûte, alors il faut expliquer à nos auditeurs, je vais donner un tout petit peu d'informations sur l'histoire, mais donc il arrive à notre narratrice quelque chose qui nous est tous arrivé, adultes comme enfants, une chute donc, un bobo, une égratignure, du sang qui coule, et puis cette croûte qui apparaît. Et effectivement, on a entendu tout à l'heure cet extrait où on explique ce qui se passe. Là, c'est pas du tout ça ce qui va se passer. C'est-à-dire que il va se nouer au début. Voilà, il y a un corps étranger en fait qui arrive sur cette petite enfant. Il y a ce traumatisme qui naît et elle est totalement perturbée par sa croûte d'abord. Elle va d'ailleurs lui donner ce nom de Bertha. Comme le vieux chien pouilleux, on dit. C'est ça. De son oncle. Oui, c'est un rapport très conflictuel au début. C'est quelque chose qui envahit son corps, qui gêne, qui tiraille, qui gratte, qui peut paraître aussi sentant, qui va pouvoir rester peut-être à vie. C'est son angoisse d'ailleurs. Elle se dit, est-ce qu'un jour ça va disparaître ? Voilà. Est-ce qu'elle va tomber comme je suis tombée ? Et en fait, j'ai trouvé que c'était le début pour une vraie amitié, non ? La détestation souvent est source d'amitié ou d'amour même. Et voilà, ça commence comme ça et puis ça finit par raconter un lien qui se tisse entre ces deux êtres et qui devient une vraie amitié avec une disparition, un départ. Et puis on survole. Enfin, moi j'aime bien survoler plusieurs arguments dans mes livres. Par exemple, on peut y croiser un discours sur la vieillesse, sur les vieilles personnes. On peut survoler aussi à un moment, effectivement, le rapport à l'ennui de l'été avec ses grands-parents, tout ce qui fait un peu l'enfance et la différence avec les grandes personnes. Tout ça est un peu dedans et aussi l'acceptation de soi, de quelque chose qui fait partie de soi qu'on déteste et qu'on finit par aimer. Vous vous souvenez, Beatrice Alemagna, d'une de vos croûtes ? Alors, non seulement je m'en souviens, mais il y a déjà eu une croûte vraiment sur mon genou gauche qui est venue et qui m'a inspiré le livre. En jouant au ballon avec mes filles, je suis tombée comme une patate et je me suis fait mal à partir de ce moment-là. C'est comme si tous mes souvenirs d'enfance étaient revenus. Et je me souviens surtout une fois aussi à vélo, quand j'étais petite, avoir vraiment volé sur le bitume et maître dit, tu ne reprendras plus jamais le vélo de ta vie. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai qu'on noue un rapport avec les croûtes qu'on a quand on est petit, parce que c'est la première fois qu'on découvre ça. Et c'est presque comme une montagne qui se forme et qu'on pourrait parcourir. On la voit se transformer, changer de couleur, grossir, se durcir, commencer à tomber. Au début, on essaye de l'arracher. Puis finalement, en fait, on est un peu triste d'en avoir arraché un bout. C'est un vrai rapport d'amitié, d'amour-haine, en fait. Oui, exactement. Exactement. Donc ça part de là pour vous. Vraiment ce rapport-là de l'enfance où on se gratte et finalement on aime bien ça, quoi. Ça part plus d'une idée de quelque chose qui nous envahit et qu'on n'a pas envie d'avoir. Ça pourrait être la maladie en général. Ou la tristesse. Ou la tristesse, ou autre chose, en fait. C'est juste un prétexte pour raconter un être, une persona non grata autour de nous, ou sur nous, ou à l'intérieur de nous, et à comment on arrive à apprivoiser cette personne, à l'aimer, à l'apprécier, comment on s'y attache, et même comment on gère
sa disparition, son départ. Et les souvenirs aussi qu'on a créés du coup avec elle. Qu'est-ce que vous espérez quand vous imaginez cette histoire, que vous la dessinez? On va parler de votre dessin et des couleurs dans un instant, mais que ça apporte à l'enfant qui va découvrir cette histoire. Est-ce que c'est une manière de la rassurer, d'aborder un thème très presque pratique? Quand un enfant tombe, on lui dit tout de suite non, c'est pas grave, t'inquiète pas, il s'est rien passé. En fait, il s'est pas rien passé et on le voit dans ce livre. Ça m'intéresse pas forcément de rassurer l'enfant, franchement. Ça m'intéresse très relativement. Au contraire, si je pense à Tom Ungerer, qui était un de mes pères spirituels, qui disait carrément que les livres devaient traumatiser l'enfant, je serais plus près de cette deuxième approche. Mais sans traumatiser les enfants. Je pense que ce qui m'intéresse véritablement est plutôt l'idée de les faire, éventuellement tenter de les faire réfléchir et peut-être de faire en sorte qu'ils se posent des questions. Moi, je dis souvent que j'adore les gens qui doutent, et pour moi, les livres, ce sont des supports pour douter, plus que pour recevoir des vraies réponses. En préparant cette émission, j'ai lu partout, notamment après le prix que vous avez reçu au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse l'année dernière à Montreuil, que vous aviez votre univers, que vous aviez votre style graphique. Alors comment est-ce que vous le décririez, moi j'ai l'impression que vous êtes un peu en décalage aussi. Vous voulez peut-être choquer les enfants, les traumatiser par l'histoire, mais aussi visuellement, il y a quelque chose de très attirant dans les couleurs que vous utilisez, dans les tons aussi que vous utilisez. Est-ce que j'ai raison? C'est une question très intéressante. Oui, vous avez raison, à part le fait de traumatiser, comme je vous disais, je ne tiens pas forcément à les traumatiser. Mais quand on me demande de définir mon style, ça me fait rire parce que un jour, un journaliste, d'ailleurs assez connu, qui s'appelle Éric Nolot, a dit que j'avais le style de pas avoir de style. Et ça, j'ai adoré. Donc, j'aime pas trop parler de style, mais quand je dois décrire ce que j'ai fait dans mon dessin, je pense qu'on peut parler peut-être d'une forme de réalisme réinventé. C'est-à-dire que j'essaye toujours d'être au plus près de la justesse du corps, de essayer vraiment de reproduire quelque chose qui me paraît exact, même à ma façon. Et puis de le retravailler avec les yeux de quelqu'un qui ne saurait pas forcément faire. C'est ce qui me passionne dans le dessin, c'est essayer de trouver comment raconter un vrai mouvement, un vrai geste, une vraie posture de corps ou une vraie expression, tout en la retransformant sans tomber dans l'hyperréalisme, justement. Et c'est ça qui me porte beaucoup quand je dessine. Quand le sang coule sur le genou de la narratrice, il coule vraiment. Il y a quelque chose de la matière presque qu'on voit sur votre dessin aussi. Là, c'est du pastel gras, si je dis pas. C'est du crayon gras. Du crayon gras. Crayon très très chargé. Alors c'est marrant parce que en fait, quand on me dit que ça fait vraiment penser à quelque chose qui a lieu, comme vous dites, que le sang coule, ça me fait super plaisir parce que je suis une autodidacte et je n'ai pas vraiment des connaissances techniques. Mais je profite, en fait, je le subis aussi, mais je profite de ce manque de connaissances techniques pour essayer de m'approcher justement des choses au plus près, encore une fois, avec cette naïveté. Et c'est pour ça, je pense aussi que je me faisais l'autre jour la réflexion de la raison pour laquelle j'aime par exemple les peintres bruts. Parce que je pense qu'ils n'avaient aucun vrai moyen, qu'ils n'ont aucun vrai moyen technique et même aucune structure psychologique pour arriver à raconter des choses. En tout cas, une structure pas très rodée, voilà. Et c'est cette naïveté-là qui m'intéresse beaucoup. J'ai envie qu'on décrive cette narratrice. Alors je vais le faire. Elle a donc un short puisqu'elle a les genoux à l'air libre. C'est pour ça qu'elle va se faire mal. Un short violet, un sweat à capuche vert foncé, et puis cette chevelure incroyable, orange fluo, qui va d'ailleurs résonner. Je ne sais pas si vous imaginez ce code couleur comme ça, mais
évidemment avec le sang aussi, ce rouge très vif qui va sortir de son genou. Absolument. C'est un rappel à ça. C'est un discours sur le lien justement qui s'est créé entre ces deux êtres, de par la couleur aussi, graphiquement. Et puis effectivement, comme vous dites, il y a un sweatshirt à capuche. Il y a 2 petites jambes qui sortent et qui sont aussi un peu les héroïnes du livre, parce que il fallait qu'on voit beaucoup ce genou d'ailleurs. J'ai étudié comment essayer de faire en sorte que ce personnage regarde ses jambes. Donc elle lève les jambes, elle se plie sur son genou, elle prend plein de positions particulières pour que le regard du lecteur puisse se porter sur ses jambes. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a presque pas le cou de la petite fille. Si on parle du corps et du dessin, il y a beaucoup les mains, les jambes, les cheveux et une sorte de torse un peu comme une montagne autour de elle est un peu enveloppée dans ce grand sweat, un peu trop grand pour elle d'ailleurs. Ouais, effectivement. Et pourquoi pas de cou alors ? Alors, parce que je pense que j'aime pas du tout dessiner les coups. Pourtant, ça semble assez simple, on fait 2 traits. Je dessine pas. Déteste, je me suis fait la réflexion que souvent mes personnages sont emmitouflés dans des trucs qui couvrent le cou. Mais je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'aime beaucoup les coups des êtres humains. Des chats, par exemple. Oui, j'aime bien les coups. Et je suis contente d'en avoir un, d'ailleurs. Mais en réalité, je ne fais jamais de coups dans mes personnages. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je vois l'enfant comme un personnage qui doit encore se former, se créer, et qui est presque rentré à l'intérieur de ses épaules. Recroquevillé. Recroquevillé, ouais. Fairy tales are embedded in all our Moi, je crois que les contes de You know, fées, that they're very, on les retrouve dans l'imaginaire de tout le monde. rooted in our Les contes de fées psyches. sont And, enracinés dans notre psyché. you know, some last our whole lives. Certains contes de fées You know, or durent toute go une with us vie. our whole lives, and others Nous fall avons nous pendant away toute in une vie. Il y en a our d'autres qui overt sont consciousness, plus but are still évanescents dans notre conscient, moving mais qui sont néanmoins underground, présents en with creux. us. I used to, when I was younger, I Quand go j'étais to the plus doctor, jeune, quand j'allais chez you le know, I asked médecin, him to take some je blood lui out demandais de me faire une from prise de me, sang. and I made drawings Et of avec mon sang, keys, je dessinais des 'cause I clés love the story of Bluebeard, parce que j'aime bien l'histoire de Barbe Bleue. and that's one of the Et fairy tales ça, or c'est un stories des that contes de fées ou un has des contes, si vous voulez, followed me a lot qui in m'a life. beaucoup accompagné dans la vie. And I made Et drawings je of dessinais berries, of des raspberries, baies, and des things framboises, like des that. fruits. I don't know what else. Voilà, je ne sais pas trop quoi d'autre. La voix de l'artiste américaine Kiki Smith, sculptrice, graveuse, connue pour sa pratique multidisciplinaire, photographie, dessin, livres, tapisserie et objets divers. Et ces œuvres en général, Beatrice Alemagna représente le corps humain. Il y a beaucoup de résonance avec peut-être ce qu'on a déjà dit, mais en tout cas, c'est une des artistes qui vous inspire sur sa façon de représenter le corps humain notamment. Oui, beaucoup. J'adore tous les artistes qui arrivent à suggérer l'enfance dans leurs œuvres, à en parler de façon grave et très sérieuse. J'aime ça dans l'art, j'aime ça dans le cinéma. Je pense par exemple à un film que j'adore qui est L'enfance nue de Maurice Pialat. Tout ce qui ramène en fait à ces sentiments primaires. Et Kiki Smith arrive à le faire avec ce dessin, ces gravures hachurées, on peut dire, et très brutales. Et ça me fascine énormément. Elle parle aussi de ces contes de fées qui donc l'ont marqué plus jeune et qui ont continué de l'accompagner à l'âge adulte dans la création. C'était l'idée de revenir aussi avec vous sur les récits, les livres, les histoires qui, dans votre jeunesse, vous ont marqué. Alors, vous êtes né en Italie, du côté de Bologne, donc vous avez baigné dans cette culture italienne, mais comme vos parents étaient francophones, ils vous rapportaient aussi des livres français à la maison. Quels sont les premiers souvenirs de lecture quand vous êtes jeune enfant, Beatrice Alemagna?
J'ai eu la chance d'avoir aussi des parents qui avaient des amis qui allaient au salon du livre de Bologne. Donc plein de gens revenaient et laissaient les livres trop lourds à ramener dans la valise. Donc ils restaient abandonnés chez moi et moi je me trouvais face à des livres tchèques, polonais, allemands que je n'arrivais pas à déchiffrer. Donc je pense que mes premiers souvenirs sont surtout ces images accompagnées de mots incompréhensibles sur lesquels moi j'ai raconté mes propres histoires. Après j'ai eu la chance d'être confrontée à tout le néoréalisme italien, donc toute cette vague d'auteurs qui ont un peu renouvelé les histoires classiques en Italie. Et je pense à Rodari, par exemple, à Malherbe, à Calvino, je pense à Munari aussi, auteur-illustrateur. Et toute cette vague-là, plus l'accès à des fables traditionnelles et notamment à ce fameux livre qui m'a marqué vraiment de façon presque indélébile, qui s'appelait en italien Le Conto degli Conti, c'est le récit des récits. Il en a été fait un film, The Tale of Tales, avec Vincent Cassel d'ailleurs parmi les acteurs, et c'est un récit d'histoire très très noire que ma mère lisait à ma sœur et moi le soir et qui me choquait, qui me terrorisait, qui me laissait tremblante comme ça sous mes couvertures, à imaginer des choses terribles. Et je pense que cette partie de noir et de dureté, de brutalité m'a un peu composé, non seulement dans mon caractère, mais aussi dans ma façon d'apprécier les choses. Donc j'adore tout ce qui a quand même une dimension un peu autre que la luminosité, la joie, la légèreté. J'aime tout ce qui est un peu sombre, un peu noir aussi à l'intérieur. Et j'adore le mystère. Je pense que ça a un peu créé cette espèce de fascination pour ce que je ne comprends pas exactement. Donc j'adore tout ce qui laisse une partie de vide dans ma compréhension, parce que je pense que dans ce vide-là s'agite mon imagination. Mon imagination peut prendre de l'ampleur et du mouvement et commencer à se raconter des histoires, justement. Toujours l'idée de raconter des histoires. En vous écoutant, je me demande qu'est-ce qui prime quand vous découvrez une histoire. Justement, est-ce que c'est ce qui est raconté ou est-ce que c'est le rôle de l'image aussi? Vous parliez de ces livres dont vous ne compreniez pas le texte, mais vous essayez tout de même de vous raconter l'histoire que vous avez vue avec vos yeux. Il y a beaucoup, vous avez parlé notamment de livres tchèques, un film d'animation qui s'appelle La Petite Taupe de Zdeněk Miller, qui est connu dans le monde entier. Alors moi, je l'ai vu parce que j'ai une partie de ma famille qui est tchèque, donc je connais très bien cette histoire, mais aujourd'hui, elle est diffusée dans le monde entier. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de dialogue, mais on comprend très bien l'histoire aussi. Ce qui prime dans mon travail, je pense que c'est vraiment les deux. J'ai la chance, je pense que les auteurs illustrateurs, je ne parle pas que pour moi, je pense vraiment à tous les auteurs et illustrateurs des livres illustrés, ont la chance de pouvoir mettre un mouvement, une narration par le mot et l'image. Et les deux ensemble créent une sorte de troisième narration. Alors j'ai beaucoup d'estime pour les auteurs, par exemple, qui se font illustrer. Et les illustrateurs qui illustrent des auteurs, moi je le fais assez rarement, parce que j'adore vraiment pouvoir utiliser ces deux moyens pour raconter mes histoires. Donc je pense que rien ne prime. Les deux fonctionnent ensemble pour ce qui me concerne. Vous avez dit tout à l'heure, Beatrice Alemania, que l'enjeu aussi, c'était de dire avec le moins de mots possible. D'où l'importance de l'image, évidemment, mais aussi des mots qu'on choisit. Quelque chose de fascinant dans les livres pour les enfants, que les adultes lisent pour les enfants, c'est qu'on se demande comment on choisit le bon mot, la bonne formulation pour raconter l'histoire sans trop en dire, sans être trop explicatif, sans être trop lourd, trop dégoulinant. C'est encore une fois un fil tendu, une espèce de balance à trouver entre quelque chose de très concret, parce que les enfants comprennent tout. Et inutile de leur raconter des prunes pour des poires, je ne sais pas comment on peut dire en français, mais inutile de faire des chichis. Moi, par exemple, je déteste tout ce qui est très poétique et un peu vide d'essence pour les enfants.
J'aime bien quand le sens arrive vraiment clair, net, quand il est concret. J'aime bien ce côté concret dans la narration. Toute la difficulté est de trouver une formulation qui puisse suggérer. C'est à la fois très concret, ça dit ce que ça dit, et en même temps, ça doit amener à autre chose. Pour moi, ça doit amener aussi ailleurs. Ouais. Et comment on fait pour trouver le bon mot, par exemple ? C'est une prise de tête. Ouais, on passe beaucoup de temps, on se dispute avec ses éditeurs, on raye le même mot 45 fois, puis on le remet, puis on y retourne, puis on l'enlève, et puis on s'arrache un peu les cheveux aussi. Enfin, Est-ce qu'on le soumet à ses enfants aussi, par exemple ? Moi, je fais ça beaucoup. J'adore ça. J'ai 2 filles qui sont très différentes entre elles. Il y en a une qui est extrêmement critique et l'autre extrêmement passionnée. Donc j'ai les 2 sons de cloche, c'est génial parce que je peux avoir un peu le côté ça me plaît beaucoup, super, continu, et l'autre en réalité qui me met plus en difficulté. Donc je vais peut-être revoir certaines choses. Ça me plaît beaucoup de le tester avec mes propres filles, mais je ne le ferai pas forcément avec des enfants que je ne connais pas. C'est un acte très très intime. J'ai fait ça, j'ai soumis mes histoires ou mes dessins vraiment à des gens très proches de moi. C'est pour moi quelque chose de tellement privé et presque comme si on montrait une échographie d'un fœtus et qu'on demandait est-ce qu'il va aller bien ou pas. Mais en même temps, après, vos livres sont publiés. Ils sont lus, traduits. Oui, bien sûr, mais ils ne sont pas forcément le résultat de quelque chose de simple. Je peux vraiment travailler beaucoup sur un texte, comme on disait par rapport à cette recherche, justement. Et aussi énormément sur les images. Il m'arrive souvent de faire plein d'images, de les soumettre à mon éditeur, de voir qu'il les accepte, et puis aussi de décider de tout refaire. De tout refaire moi-même, parce que je trouve que finalement ça ne marche pas. Donc il m'est déjà arrivé d'appeler mes éditeurs et de dire excusez-moi, refaisons tout, ça ne va pas du tout. Et voilà, c'est un peu perturbant parfois pour l'éditeur. Après, j'ai la chance de travailler à l'école des loisirs avec Anaïs Vaugelade, qui, en plus d'être autrice et illustratrice à son tour, elle est pour moi une super éditrice parce que elle m'aide vraiment à aller au plus juste. Et ça, c'est important aussi, un éditeur. Souvent, c'est une figure qu'on considère trop peu dans ce monde-là, mais un bon éditeur fait vraiment un bon livre pour moi. Comment on sait, Béatrice Chalemania, aujourd'hui vos livres ils sont diffusés dans le monde entier, comment on sait à qui on s'adresse quand on invente une histoire, quand on invente un personnage, des images? Est-ce qu'on parle de la même manière à tous les enfants du monde? Quelle question. Je pense qu'il vaut mieux ne pas le savoir. Peut-être que ce qui est intéressant, c'est de vraiment partir de soi, parce que toute forme d'art, finalement, part de l'intérieur de la personne qui la crée. Et après, essayer de faire en sorte que ça puisse être reçu. Bien sûr, on ne peut pas se faire ses propres jeux tout seul. On joue avec un public, mais au début, ce qui compte, c'est d'être près de soi et de ce qu'on veut vraiment raconter, de son envie, de cette envie-là qui est au cœur du travail. Et après, effectivement, les livres changent un peu selon les pays. Moi, mes livres, ils ont des pages différentes parfois, selon les pays dans lesquels ils sont édités. Et j'ai appris à accepter cette façon différente de recevoir mes dessins et mes histoires. Ça veut dire qu'on vous demande de redessiner des choses, de cacher des choses? Oui, ça m'est arrivé. Comme quoi, par exemple? Il m'est arrivé dans certaines situations, je pense au Merveilleux Dodu Velu Petit, qui est un livre qui est sorti en 2015 ou 2014, dans lequel, en fait, une petite fille va dans une boucherie et il y a un boucher qui pointe sur son nez un grand couteau avec une goutte de sang qui tombe presque sur le nez de la petite fille. Ce couteau a terrorisé les Anglais. Alors que c'est un livre qui est édité en 18 pays, je pense, et à part la Corée qui m'a demandé d'enlever le sang, même les Américains ont accepté le couteau. Les Anglais, non. Les Anglais sont, pour moi, plus puritains que les Américains. Je me suis fait cette idée maintenant. Et donc, en fait, ils m'ont demandé de dessiner la main du boucher qui pointe vers l'enfant. Et quelque part, paradoxalement, c'est plus angoissant, selon moi. Parce que autant le couteau était un outil de travail, il avait une justification, autant le doigt qui est pointé sur l'enfant devient encore plus violent. Mais ils étaient contents. Et je pense que
si on veut avoir la chance que le livre soit traduit, qu'il puisse arriver à un maximum de gens, ce qui est pour moi le but aussi de mes livres, c'est d'accepter aussi les points de vue différents. Comme parfois des éditeurs qui demandent de changer de couverture, par exemple, parce que chez eux ça ne passera pas, ou ça ne se vendra pas aussi bien que dans un autre pays. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. L'homme, dans son évolution, n'a jamais dû changer aussi rapidement qu'il a dû à présent. Maintenant, nous devons faire un changement révolutionnaire, au moins tous les 5 ans, tandis que dans le passé, on changeait tous les 1000 ans ou tous les siècles. Cette accélération du changement, je crois, est une chose qui est incroyablement difficile pour que l'humanité s'y accoutume. Dans le passé, c'était les vieux comme moi qui étaient les sages parce qu'ils avaient l'expérience. Maintenant, les vieux comme moi n'ont pas d'expérience qui compte parce qu'après tout, les jeunes qui ont l'expérience du monde actuel en savent beaucoup plus long que les vieux qui ont l'expérience d'un monde qui est déjà disparu. La voix de l'écrivain Aldous Huxley dans une archive de 1950. Béatrice Chalemagnac, vous êtes d'accord avec lui? Ce sont les jeunes qui en savent beaucoup plus sur le monde contemporain, plus que les vieux qui, eux, connaissent un monde en fait passé qui est déjà révolu. Évidemment, comment ne pas être d'accord, surtout quand on a 50 ans et qu'on se voit un peu au milieu des deux. On ne sait plus trop si on est vraiment déjà vieux ou si on peut se considérer encore un peu jeune. Donc oui, je pense que toute la jeunesse est fascinante par sa façon de comprendre le monde différemment. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui aussi, c'est de me confronter à ça. C'est pour ça que j'adore aussi rencontrer mes lecteurs et les enfants qui lisent, qui se questionnent sur mes livres. Comment on reste à la page, justement, on dit souvent la jeunesse évolue rapidement, les jeunes ne sont plus les mêmes que quand nous on était jeunes, on entend beaucoup ça. Comment est-ce que vous faites justement pour continuer à puiser des idées qui permettent effectivement de rester à jour en quelque sorte? C'est une très très bonne question parce que je réfléchissais avec un ami il y a quelque temps et il me disait mais comment je peux encore écrire pour les enfants après 30 ans, mes enfants sont grands, je n'ai plus ces préoccupations autour de moi. Je pense que, encore une fois, il faut partir de soi et pas de ce qu'on a autour de nous. Je pense que si on a envie de parler encore de quelque chose qui finalement est enfantin, mais qui peut être aussi universel, on va pouvoir trouver une bonne histoire. Et j'espère que cette envie-là m'accompagnera encore quelques bonnes années. J'espère pouvoir encore ressentir cette espèce de fermentation intérieure, de palpitation que je ressens quand une idée arrive en moi et qui me parle. Et je pense que si elle me parle, peut-être qu'elle peut parler aussi à d'autres. Et comment on fait pour se renouveler, justement, et sur la forme et sur le fond, sur les histoires que l'on se raconte, pour ne pas se répéter en quelque sorte? Je pense qu'il faut se nourrir beaucoup. Il faut se nourrir de ce qu'on peut un maximum. Il faut rester avec les antennes bien tendues vers les ondes magnétiques des autres, du monde et des gens. Parce que effectivement, si on se renferme en soi, si on se replie, au final, on fait que rester dans son univers. Il faut essayer d'arriver à trouver une façon de parler et de recevoir et de redonner, en fait, je pense, sans arrêt, en restant perméable à tout ce qui se passe. Vous avez dit tout à l'heure, que vous étiez une autodidacte dans le dessin, et c'est vrai qu'à chaque nouvelle histoire aussi, vous prenez des risques en quelque sorte en adaptant de nouvelles techniques. Alors on a parlé du crayon gras tout à l'heure, des pastels, de la peinture. Je pense à votre livre Adieu Blanche-Neige, où vous avez revisité cette histoire très connue en vous mettant à la peinture. Ça veut dire que vous aussi, vous continuez à être dans une forme d'apprentissage permanent
Absolument. J'espère pouvoir encore avoir beaucoup de choses à apprendre. Je pense que quand on croit avoir tout appris, c'est là qu'on se sent un peu vieux. Donc il me faut découvrir des choses, il me faut expérimenter, il me faut me mettre en danger. Par exemple, quand on me demande « mais pourquoi tu ne travailles pas à l'ordinateur ?» Je réponds souvent parce qu'il n'y a aucun danger pour moi, que je n'ai pas besoin de courage pour me mettre derrière une tablette et pouvoir tout effacer ou changer la couleur. Alors que quand je suis sur une feuille de papier, par exemple, je sais que au moment où, après avoir travaillé, 10 heures sur un dessin, je vais devoir aborder un détail qui va peut-être tout abîmer, c'est à partir de ce moment-là que peut-être l'image va pouvoir prendre son envol, parce que c'est ce courage-là qu'il faut pour moi. C'est ce côté apeurant aussi. Et ça vient de la découverte de la nouveauté. Donc j'ai besoin de me renouveler, j'ai besoin de découvrir. J'essaye parfois de trouver des outils qui me mettent en danger, qui m'échappent totalement pour aussi retrouver cette fraîcheur-là qui est nécessaire pour moi. C'est un vertige à ce moment-là quand vous êtes devant cette feuille de papier? Un vertige qui me porte depuis longtemps et qui continue d'être bien présent chez moi. Est-ce qu'il y a une technique, Béatrice Alemagna, que vous n'avez pas encore osé utiliser et que vous aimeriez utiliser, quelque chose L'ordinateur, justement. Je n'ose pas aller dans quelque chose qui me paraît trop simple et trop plat et peut-être un peu manquant de profondeur. Mais peut-être qu'un jour, j'y trouverai quelque chose d'intéressant aussi, j'espère. Pour l'instant, je cherche toujours des techniques différentes. Et j'ai pas vraiment peur de les aborder. Merci beaucoup Béatrice Alemagna d'être venue dans les Midis de Culture. Je rappelle la parution de votre dernier album Jeunesse. Comment vous dites, livre pour les enfants? Non, album illustré. Oui, livre illustré. Livre illustré, voilà. Bertha et moi, c'est à l'école des loisirs. Pour finir, nous avons choisi 2 chansons en référence à 2 de vos albums livres illustrés. Une chanson sur les poux ou une chanson sur le top. Laquelle souhaitez-vous écouter? Celle du top. I feel a little strange. Feels like I'll never get my shit together. 27 and I'm fucked. Well, it's 10 years from teenage, and that's a freaking love. I think I'm getting old, and I thought I'd never say that I would never mind, and it changed my life some 15 years ago. I thought that my little sister would have never ever made it out of high school and be looking for jobs. Yeah, right. Not on top. Baby, I'm not on top. Not on top. Baby, I'm not on top. Not on top d'Herman Dune dans les Midis de Culture. Merci beaucoup Béatrice Alemagna d'être venue dans notre émission. Un grand merci aussi à toute l'équipe des Midis de Culture, Aïssatou Ndoye, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delasselle. C'est Nicolas Berger qui réalise ce midi l'émission et à la prise de son Jérémy Kaufmann. Merci à tous. Merci Géraldine, à lundi. À lundi Nicolas.